Et cette nouvelle inflation du prix du carburant est effective depuis le 19 août. Et pour le RENCOF, son président est sur ce plateau, Adama Bayala, il s'agit d'une augmentation de trop. Effectivement, c'est une augmentation de trop qui ne s'explique pas, qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce que la première augmentation que jusque-là nous n'acceptions pas, arrive encore une deuxième augmentation en l'espace seulement de 3 mois, 135 francs. Donc vous aurez constaté qu'on a en moyenne une augmentation de 25% des prix des hydrocarbures. La première augmentation de l'ordre, c'est selon la nature du produit, l'essence ou le gasoil, de 16 à 18%. A entraîné une augmentation des prix des produits de grande consommation en moyenne de 40%. Alors que peut-on attendre encore de cette nième augmentation? C'est encore et encore des augmentations sur les produits de grande consommation. Déjà, il y a certains acteurs économiques, au nom desquels les taximètres, qui ont fait comprendre qu'en dépit de la première augmentation, ils ont fait montre de sacrifice pour ne pas augmenter. Ils sont appelés, ils sont tenus cette fois-ci à augmenter les prix du transport. Pas seulement, nous avons pris attache avec le premier responsable de l'organisation des transporteurs au TRAF, qui nous a dit qu'à leur niveau, il n'y aura pas d'augmentation, mais il a pris le soin de relever qu'il y a certains acteurs qu'il a appelés transporteurs forains, notamment les acteurs qui vont dans les villages attenants à la capitale, en brousse, aller chercher les fruits, les céréales pour venir. Ils ne sont pas membres de l'OTRAF, et donc ils sont libres de fixer les prix. C'est dire qu'avec l'augmentation des prix des hydrocarbures, 35 francs, ce n'est pas rien. Ce n'est pas 5 francs, ce n'est pas 10 francs. Alors selon la distance, selon que vous faites 5 km, 200 km, le coût des transports il augmente, ils seront obligés d'augmenter le coût des transports des marchandises. Conséquence, les produits arriveront sur nos marchés aussi chers. Déjà, vous ne trouverez plus sur nos marchés le piment à 25 francs. Il faut désormais débourser au bas mot 50 francs pour avoir une boule de piment. Les choux, par exemple, vous avez l'unité du chou hier à 75 francs. Mais aujourd'hui, ça commence par 150 francs. Alors, Adama Bayala, pourquoi est-ce que les explications du gouvernement ne vous convainquent pas? Parce que lorsqu'on voit, le gouvernement explique que cette hausse vise à réduire légèrement le niveau de subvention supporté par l'État en ce qui concerne la Sonabi. Vous savez, cette augmentation intervient dans un contexte international marqué par une tendance baissière des prix des hydrocarbures. Alors, en mai 2022, alors que le gouvernement procédait à la première augmentation, le prix du baril, il était de l'ordre de 113 $. C'est le prix moyen dans le mois de mai. À la date du 19 août dernier, où le gouvernement procédait à une énième augmentation, le prix du baril était de l'ordre de 92 $. Le gouvernement nous explique pour cette fois que c'est parce que le dollar a joui d'un embonpoint et il y a une parité aujourd'hui avec l'euro. Ben, nous ne comprenons pas, d'autant plus que nous sommes dans un environnement ouest-africain, nous partageons le même marché, où la Côte d'Ivoire, en prisme avec la tendance baissière, dit on ne va pas procéder à une augmentation, on laisse les prix comme tels. Au Togo, le gouvernement avait décidé de lever la subvention sur les gaz. Au regard du tollé que cela, la mesure a suscité, au regard de la donne sur le marché international, le gouvernement togolais est revenu sur la mesure. Au Mali, à côté ici, tenez-vous bien que le gouvernement, au regard de la tendance baissière, a procédé à une baisse de 10 francs. Mais dans notre cas, nous voulons dire... Alors, lorsqu'on va toujours dans ce contexte de baisse-là, on voit déjà que les différents pays, les pays que vous avez cités, le prix du super était déjà plus élevé que le Burkina. Ben, le Mali, ils sont à 811 francs. Le Togo, ils sont pratiquement à 1000 francs. Voilà, donc c'est plus élevé que le cas du Burkina. Je voudrais vous dire, ce sont des comparaisons qui ne tiennent pas encore que... Quand vous faites le rapport entre les pouvoirs d'achat, le pouvoir d'achat au Burkina Faso, il est 3 fois inférieur au Ghana,
à la Côte d'Ivoire et même au Mali. Et je dois dire, le taux d'inflation, en plus de cela, d'avoir un pouvoir d'achat étriqué minime et insignifiant, l'inflation est 3 fois supérieure au Burkina Faso encore que ces pays. Vous avez un pays comme la Côte d'Ivoire qui présente une inflation de moins de 5%, 4%. Nous sommes ici à 18% aujourd'hui, alors que la moyenne de l'espace UEMOA, c'est 6%. Et je dois dire que nous ne concevons pas, nous n'acceptons pas, en cela qu'en réalité, il y a un problème de gestion et de transparence. Nous y reviendrons, Adama Bayala. Dramane Sermé, est-ce que vous êtes d'accord qu'il s'agit d'une augmentation illégale? Je ne dirais pas que c'est une augmentation illégale, mais je vais peut-être voir les implications que ces augmentations peuvent provoquer au niveau du panier de la ménagère. Voilà, parce que, comme il le disait tantôt, lorsque vous augmentez le prix du carburant, naturellement, au niveau du coût du transport, il y a une certaine augmentation, même si au niveau du transport en commun, ou bien ils disent ne pas peut-être être sensibles à cette augmentation, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas augmenter les prix, mais au niveau des transporteurs qui transportent naturellement les vivres, les produits alimentaires. Et dès que vous augmentez le prix du carburant, il y a un effet indu qui va provoquer naturellement l'augmentation des prix de ces biens-là. C'est-à-dire les prix qui sont, en fait, les produits qui sont transportés par la voie de ces camions. Donc, mais la question est, est-ce que le gouvernement aurait pu faire autrement, vu les raisons qu'ils ont expliquées? Oui, en fait, pour moi, bon, en tant que peut-être analyste économique, économiste du moins, je pense que vu déjà le contexte du Burkina Faso, qui, comme il le disait tantôt, affiche déjà un taux d'inflation de plus de 18%, qui est le taux le plus élevé de l'UEMOA, et le deuxième taux le plus élevé après le Ghana, et compte tenu de la spécificité déjà de notre situation, en termes d'inflation, je pense que, en tout cas, cette mesure ne vient pas, en tout cas, arranger les choses, surtout au niveau du panier de la ménagère. Voilà, comme je le disais, quand vous prenez, cette augmentation va beaucoup impacter les ménages les plus pauvres et les plus vulnérables, parce que c'est eux qui accordent une part importante de leurs revenus à l'alimentation. Voilà, donc je pense que quand on regarde, l'augmentation est beaucoup plus ressentie, enfin, quand on regarde l'inflation, c'est beaucoup plus ressenti au niveau même des produits qui sont transportés, c'est-à-dire les légumes, les produits céréaliers. Déjà, ils contribuent à plus de 50% à notre inflation. Et si déjà on procède à une augmentation du carburant, donc naturellement, ces produits, en tout cas, risquent en tout cas d'avoir une hausse. Et cela, ce que je ne comprends pas trop, apparemment, bon, le gouvernement décide de faire une augmentation par dose au homéopathique, parce que j'aurais compris peut-être qu'on procède à une augmentation une seule fois, et là, on a la possibilité de contrôler, mais dès que vous augmentez, dès que, en fait, cela veut dire que les transporteurs aussi, ils sont dans une logique d'augmentation. Donc, on a des augmentations successives. Donc cela veut dire que ce qui a été fait n'arrange pas forcément les choses, et peut-être même que ce n'est pas la dernière augmentation, mais comme je dis, ça n'arrange pas vraiment la situation. Alors Adama Bayala qui évoque la question de la transparence dans la gestion des fonds. Je dois dire, avant de répondre, il a dit que ça n'arrange pas les choses, parce que plus vous augmentez les prix des hydrocarbures, cela a pour effet de ralentir les investissements, ralentir la consommation, et c'est l'économie de façon globale qui prend un coup. Alors, nous parlions de transparence et de gestion, en cela que depuis la création de la SONABI, qui détient le monopole de la gestion des hydrocarbures au Burkina, c'est le seul importateur, et qui gère à lui tout seul un vaste marché de plus de 20 millions de personnes. Un marché qui est ouvert sur les pays enclavés comme le Mali, le Sahel, le Niger. Alors, tenez-vous bien qu'on nous a dit, en 2015, que l'État devait à la SONABI. On nous a dit que la SONABEL devait 39 milliards.
ce qui explique les augmentations des prix des hydrocarbures. En 2018, rappelez-vous, en novembre, le gouvernement procédait à une augmentation de 75 francs. À l'époque, le prix du baril sur le marché international était de l'ordre de 69 $. Pour expliquer, le gouvernement a dit l'État doit à la Sonabi 240 milliards. Et pour gérer tout ça, on a créé un peu un système de péréquation. Ça veut dire quoi? Quand on augmente les prix des hydrocarbures, quand il y a une tendance baissière, le gouvernement qui avait décidé de suivre la tendance ne suit pas, on laisse les prix à un niveau aussi élevé pour faire des économies, de sorte que quand les prix vont de nouveau flamber, ça va un peu, les économies qu'on a fait vont permettre au gouvernement de contenir et de contrôler les prix, de sorte que les consommateurs ne souffrent pas trop. Donc en 2018, 69 $. Il y a une tendance baissière dès 2019. En 2019, le prix du baril, il est de l'ordre cette fois-ci de 61 $. En 2020, le prix du baril sur le marché international devient 41 $. On n'a pas vu de baisse significative. On suppose que les économies qui ont été faites lors de ces tendances baissières devaient servir cette fois-ci en 2020. Le système de péréquation, à quoi sert-il? Donc si on mesure aujourd'hui, à entendre le ministre en charge du commerce, l'État doit à la Sonabi cette fois-ci, en l'espace de 3 ans, 390 milliards, à moins qu'il se soit trompé sur le chiffre. Donc en l'espace de 3 ans, 2018 à 2022, ça va, puisqu'on n'a pas encore terminé cette année, vous avez déjà 150 milliards qui se sont ajoutés. Mais on aurait pu comprendre que ceux qui ont eu à gérer cette institution publique nous disent comment on en est arrivé là. Et ce qui nous intrigue, qui nous inquiète, c'est que, alors qu'on nous demandait, il y a 3 mois déjà, de faire un sacrifice de 100 francs, avant qu'on ne vienne encore pour nous demander un deuxième sacrifice de 35 francs, la logique aurait voulu que nos gouvernants nous disent les 100 francs que vous avez consentis au litre comme sacrifice, en voici les limites. Mais on ne le fait pas, et puis on nous impose encore un autre sacrifice. Alors vous êtes dans une dynamique de demander l'audit de la Sonabi. Il y a longtemps qu'on demande l'audit indépendant de la Sonabi. Les autorités actuelles nous ont fait rêver et penser même à des lendemains chantants. Nous pensions qu'ils allaient commencer les audits avec la Sonabi, et c'est là-bas que tout devait commencer. Le rêve du père fondateur de la Sonabi, Thomas Sankara, c'était quoi? Permettre aux Burkinabés d'avoir des hydrocarbures au prix les meilleurs. Alors, Dramane Sermé, pour voir le contexte d'un point de vue plus global, est-ce qu'on doit ouvrir justement le marché des hydrocarbures à d'autres structures privées? Oui. Cela pourrait être la solution. Oui, ça peut être une solution parce que lorsque nous sommes dans une situation concurrentielle, voilà, naturellement, si les lois du marché sont respectées, on peut assister, n'est-ce pas, à une baisse de prix. Voilà, parce qu'ici, on peut être dans une situation, c'est vrai, l'État est aussi, comme on appelle, l'État est soucieux, en tout cas, de l'approvisionnement, n'est-ce pas, de ce produit-là. Mais aussi, il faut essayer de voir aussi, parce qu'on parle de subvention, que l'État subventionne, mais comme il a dit, il faut vraiment un audit pour voir est-ce qu'aujourd'hui, les subventions même que l'État donne à la Sonabi, est-ce que si on était dans une situation concurrentielle, cela n'allait pas provoquer beaucoup plus une baisse des prix que de forcément subventionner, parce que nos entreprises étatiques qui bénéficient des subventions, c'est de voir l'efficacité en fait, voilà, de ces subventions-là. Est-ce qu'il n'y a pas de distorsion? Est-ce qu'il n'y a pas de déperdition dans tout ce qui est donné comme subvention? Est-ce que les 100 francs qu'on subventionne, combien arrivent exactement aux consommateurs? Voilà, parce que vous pouvez faire une subvention, mais la subvention peut-être que ne va même pas arriver au niveau du consommateur, parce que c'est dû en fait, la subvention peut être consommée par d'autres choses autres que voilà, que d'impacter le prix du carburant. Mais est-ce qu'on n'oublie pas un peu la crise russo-ukrainienne dans ce débat-là? Je vois Bayala sourire. La question est... bon, en ce qui concerne la crise russo-ukrainienne, il faut dire qu'au début, on peut le dire que ça a eu, comme on appelle,
naturellement un impact sur les prix des céréales. Voilà, mais quand on regarde les données aussi, on voit que l'inflation est beaucoup plus, la contribution par rapport à la provenance, n'est-ce pas, des produits, l'inflation est beaucoup plus enregistrée des produits locaux, voilà, qui contribuent à plus de 20%, alors qu'au niveau des produits importés, on est autour de 6%. Donc pour dire qu'en réalité, l'inflation est beaucoup entretenue à l'interne. Voilà, à l'interne ici. Donc c'est pourquoi je dis que le gouvernement, en procédant à cette augmentation, il faut qu'elle se rassure que, par exemple, au niveau des transports, il n'y a pas d'augmentation plus que proportionnelle. Au niveau des commerçants, il n'y a pas d'augmentation plus que proportionnelle. En fait, c'est ça. Donc, comme les chiffres le disent, quand on regarde même par rapport à la provenance même des produits, je pense que l'effet même de la crise ukrainienne est en train d'être atténué par rapport au prix des biens importés. C'est beaucoup plus, la hausse des prix est beaucoup plus entretenue au niveau local. Les produits qui sont même produits à l'intérieur du pays. Bon, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des gens qui vont de la surenchère justement pour vendre plus cher, qui retiennent ces produits-là, de telle sorte à ce qu'on constate une sorte de pénurie pour les vendre un peu plus cher? Oui, c'est une hypothèse, parce que quand on regarde, effectivement, moi j'ai discuté avec certains acteurs sur le terrain, voilà, qui disent effectivement qu'il y a des commerçants qui surfent, n'est-ce pas, sur la crise humanitaire que le pays vit, en espérant que au niveau de l'État ou bien au niveau des humanitaires, ils puissent vendre ce stock-là à l'État ou bien aux humanitaires que de les mettre à la disposition des détaillants. Donc, effectivement, l'inflation peut être entretenue par volontaire. Oui, de manière volontaire, oui, de manière volontaire. Voilà, donc c'est en cela que j'ai parlé de la psychologie même du commerçant burkinabé qui a une psychologie beaucoup plus cupide en termes de spéculation. Voilà, donc tout ça, c'est à l'État de jouer sur cette distorsion, n'est-ce pas, pour ne pas que ce genre de situation arrive, parce que quand ça arrive, effectivement, naturellement, les prix vont augmenter. Alors, Adama Bayala, la crise russo-ukrainienne, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Vous savez qu'il y a eu une embellie. On note aujourd'hui une baisse des prix des hydrocarbures. Il a dit, le problème, il est d'ordre interne. L'inflation est entretenue par des facteurs internes. Et comment j'entends souvent l'autorité dire subvention, subvention, subvention. Ben en fait, je m'avais questionné un peu sur le vocabulaire ronflant qu'on nous sert à tout va. En réalité, est-ce que la part de subvention vient de la poche du chef de l'État? Est-ce qu'elle vient de la poche du Premier ministre ou même du ministre de l'économie ou du ministre du commerce? Non. C'est le contribuable. Chaque fois que nous achetons un stylo habillé, un bonbon, je dois même dire, chaque fois qu'il y a augmentation sur les prix des hydrocarbures, nous payons 3 fois. Le premier, c'est l'augmentation qu'on subit des fêtes. Et derrière ça, il y a les taxes sur les hydrocarbures. Vous avez la TVA, 18%. Aujourd'hui, ça fait 152 francs sur chaque litre. Vous avez les taxes sur les produits pétroliers. Ça fait près de 125 francs. Vous avez les taxes et les droits de douane. Ça fait près de 75 francs. Tout ça mis ensemble, ça fait 352 francs sur chaque litre qu'on paye. Donc quand on parle de subventions, les produits sont surtaxés. Et je dois dire, pour que nous ayons les prix à la pompe à 750 francs, sur la poste des structures des produits pétroliers, il y a de nombreux acteurs. Vous avez la Sonabi à elle seule qui réalise 2 bénéfices sur le même produit, au titre d'importateur, traitement et à la vente aux distributeurs, qui eux ont une marge de 36 francs sur chaque litre, sans compter les détaillants. Moi je crois qu'il y a même un acteur entre la Sonabi et nous qu'on peut biffer, pour qu'on ait les produits à moindre coût. Mais je dois aussi dire pour terminer que l'augmentation des prix des hydrocarbures ont pour effet d'entraîner, on l'a dit, on ne le répétera jamais assez, les prix des produits de grande consommation, notamment les produits céréaliers.
nous avons pu observer que les gens traversent les frontières sur de longues distances pour aller chercher ces céréales. Alors le maïs, le gouvernement a voulu qu'il soit vendu ici à Ouagadougou, le maïs blanc et jaune, à 25 000 francs. Mais vous les trouverez sur certains marchés à 33 000, 34 000, 36 000 francs. Et rien n'est fait pour le contrôle. Je dois même dire, ce qu'on ne dit pas très souvent... Une petite nuance, Adama Bayala. On a vu le ministère du Commerce a communiqué sur une saisie de plus de 56 tonnes de maïs Petit Mil Sorgho saisie pour exportation frauduleuse courant juillet 2022. Donc, est-ce qu'on peut réellement dire que rien n'est fait, puisqu'il y a des opérations de contrôle qui sont d'ailleurs intensifiées ces derniers jours selon les informations que nous avons reçues? Nous ne disons pas que rien n'est fait. Des efforts sont consentis. Pas plus tard que hier soir, nous-mêmes, au niveau du réseau national des consommateurs du Faso, nous avons été alertés par un citoyen anonyme selon qu'il y a un magasin qui serait en train de reconditionner les riz, les faisant passer d'un sac à un autre sac. Donc pour nous, c'est comme si c'était un riz périmé de mauvaise qualité qu'on voulait reconditionner puis le faire passer sur le marché. Nous avons mobilisé une équipe, nous sommes rendus sur le terrain. Hier, samedi soir, aux alentours de 16h, par l'insigne grâce de Dieu, nous avons alerté les services du ministère en charge du commerce. Il y a des éléments de la brigade qui sont venus et qui ont procédé à une saisie à main levée. C'est dire, c'est interdisant aux responsables de la dite structure située aux abords du barrage de Tanguin de ne plus vendre tant qu'ils n'ont pas. Mais je dois dire que les efforts sont étriqués et minimes, en cela que le ministre lui-même le reconnaît en tout et pour tout. Sur toute l'étendue du territoire national, ils n'ont que 300 agents qui doivent faire les contrôles des magasins, des commerces, Ben, tenez-vous bien, quand on parle de l'inflation des prix des hydrocarbures, ce qu'on ne dit pas assez. C'est choquant que vous allez aux essenceries, aux stations, et que ce qu'on vous sert en toute honnêteté, le litre ne fait pas le litre. Très souvent même, j'ai envie de dire, c'est entre 75, je ne sais pas si c'est 75 centilitres ou bien 80, ça n'atteint pas, c'est largement en deçà. Et le ministère en charge du commerce d'ailleurs a fait une sortie qui a donné des résultats qui parlent. Des stations ont été scellées. Et je dois dire que selon que vous quittez le centre-ville et vous allez vers la ceinture périphérique, la situation est alarmante. Problème, il n'y a pas assez de contrôle. Alors donc, face à tous ces aspects que vous déplorez, un sit-in avait été annoncé pour le 29 août et qui a finalement été suspendu suite à l'interdiction du président de la délégation spéciale de Ouagadougou, évoquant entre autres des raisons sécuritaires. Une rencontre est d'ailleurs annoncée au cours de la semaine avec le gouvernement. Est-ce que vous avez considéré ce refus comme étant une sorte d'insulte aux revendications des consommateurs? Pour nous, en réalité, c'est un rafistolage impénitent qui témoigne que les autorités, au risque de me tromper, en ont cure des souffrances des masses populaires. Je le dis d'autant plus qu'au regard des motifs qui ont entraîné l'interdiction de cette activité, on note question sécuritaire. Or, se trouve-t-il que dans ce même pays, sous le même gouvernement, à Dori, à Zignari, à Kaya et à Fada, il y a des marches. Or, se trouve-t-il que dans la même ville de Ouagadougou qui abrite la capitale, il y a des structures associatives qui tiennent des activités aussi gigantesques et importantes que le sitting, des AG qui président à la naissance d'associations. Le gouvernement aussi dit quelque chose, c'est pour éviter de perturber le fonctionnement normal des services du ministère en charge du commerce. C'est tout comme si le gouvernement n'avait pas conscience, prenait pas la mesure que la mesure portant nième augmentation des prix des hydrocarbures pour un cumul de 135 francs avait pour effet, au-delà de la perturbation de désorganiser le quotidien des Burkinabés et des entreprises, une désorganisation qui les précipite
dans le ventre de la misère, le chaos total. Donc, entre la perturbation du fonctionnement des services et la préservation du bien-être de la population, j'ai peur que le président de la délégation spéciale ait fait le mauvais choix. Ce n'était pas une marche, c'était un sitting pour dire attention, attention, tenez-vous bien, on a faim, on ne peut pas manger, on ne peut pas s'habiller, on ne peut pas se soigner, on ne peut pas scolariser nos enfants, on ne peut pas se loger. En réalité, la nourriture englobe plus de 80, 90%, 100% de nos revenus. Alors, merci Adama Bayala. 18% d'inflation, le taux d'inflation le plus élevé dans l'espace UOMOA. Est-ce qu'il faut craindre que ces chiffres ne soient revus à la hausse dans les mois à venir? Oui, très probablement, parce que, comme je l'ai dit, avec l'augmentation, encore une fois de plus, du prix du carburant, si les transporteurs, par exemple, de ces produits frais comme les légumes, les céréales procèdent à une augmentation, et naturellement le coût d'achat, en tout cas la dame qui va revendre va naturellement augmenter aussi ses prix. Donc il faut craindre naturellement effectivement une hausse des prix. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que d'abord on était dans une tendance haussière. Donc c'est comme si on venait exacerber encore cette tendance-là. C'est-à-dire qu'on n'a même pas encore stabilisé cette inflation d'abord. Voilà. Donc quand vous venez procéder à une autre augmentation du prix du carburant, naturellement, c'est comme on appelle... C'est pénible. C'est pénible. C'est ce que je disais tantôt, parce que quand on regarde, c'est les produits locaux qui subissent plus l'augmentation. La contribution à l'inflation est beaucoup plus ressentie au niveau des produits locaux. Donc cela veut dire que voilà, il y a une distorsion d'abord du marché à quelque part. Et en plus de ça, l'État, en tout cas, ne choisit pas le moment. Est-ce que cela ne se justifie pas par cette subvention que l'État a décidé d'accorder aux produits qui sont importés? Oui, c'est ce que je dis. C'est qu'à un moment donné, quand on subventionne et qu'on voit qu'il n'y a pas de résultat, parce que c'est ça, qu'est-ce que les chiffres disent? Les chiffres disent que les prix ne font qu'augmenter. Voilà. Donc, à chaque mois, les prix ne font qu'augmenter. Donc, cela veut dire qu'à quelque part, les mesures que l'État prend ne sont pas efficaces. Voilà, parce qu'il faut que, comme je dis, le chiffre il est là, il est de 8%. Et l'objectif de la politique économique, c'est de baisser le chiffre. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait en baissant le chiffre? Si on subventionne des personnes, des commerçants, au lieu de subventionner le consommateur, parce qu'il peut y avoir un problème de ciblage. Est-ce qu'on fait la bonne cible? C'est ça en fait en réalité. Donc je ne pense pas vraiment que on touche à la bonne cible. Voilà, donc il faut vraiment revoir toutes les politiques qui sont menées pour que vraiment on puisse dans un premier temps stabiliser cette hausse des prix et puis voilà tendre vers une baisse, parce que ça a des implications sur le panier de la ménagère, sur le coût de la vie, parce que la même quantité de biens que je pouvais acheter avec mes 100 francs, je ne peux plus les acheter avec les 100 francs. Donc, comme je le disais tantôt, ça touche beaucoup plus les ménages les plus vulnérables, les ménages les plus pauvres, dans une situation d'insécurité, eux-là même qui allouent près de 80% de leurs revenus à la consommation des biens alimentaires. Donc, ça veut dire que, en tout cas, il n'y a pas d'inefficacité par rapport aux mesures qui sont prises. Donc, il va falloir agir. Voilà. Donc, il appartient à l'État d'agir, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que même cette inflation fait partie des critères de convergence de l'UEMOA, c'est 2% la cible, avec une marge de plus ou moins 1%. Donc, ça veut dire que la hausse maximale des prix de l'inflation devait être à 3%. Mais en fait, à 3% maximum. Aujourd'hui, quand on fait déjà la moyenne sur les 12 derniers mois, on est à plus de 10%. Donc cela veut dire que déjà on est largement au-dessus de la cible, voilà, de l'UEMOA. Alors, largement au-dessus de la norme, la question est jusqu'à quand les ménages vont pouvoir tenir? C'est toute la question, sans cela que nous sommes dans notre rôle pour interpeller l'État. Parce que, vous savez, nos dirigeants africains
très souvent, ils sont entourés par des laudateurs zélés qui trompettent dans leurs oreilles à tout va ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent entendre. C'est en cela que des structures comme les nôtres qui jouent le rôle de veille sont utiles. Il faut que les autorités comprennent cela et qu'elles ne nous prennent pas comme des adversaires. Alors, l'expérience du changement brusque de régime aujourd'hui nous donne à regretter le régime Kaboré. Donc, rêver encore pour qu'on pousse les autorités de cette transition à la porte pour que d'autres viennent. Qui dit qu'on ne viendra pas regretter les autorités actuelles de la transition? Non, le but de notre marche, de notre engagement, ce n'est pas que ces autorités aillent, mais c'est dans le sens de l'amélioration des conditions des populations. Je dois dire ceci. Alors, si rien n'est fait, c'est que les autorités elles-mêmes sont en train de créer les conditions de meute, de la faim, de révolte sociale, pour éviter qu'on en arrive là. M. Sermet l'a dit, il y a lieu d'interventionnisme d'État. L'État peut agir à deux niveaux. Un, comment relancer la production agricole et industrielle au plan national. C'est en cela que les choix stratégiques qui avaient été faits hier, portant sur la subvention des intrants, des engrais entrant dans le cadre de la production cotonnière. Et la subvention se poursuit. Au niveau du coton. Mais c'est pour alimenter les firmes internationales. Mais ici, il faut subventionner les engrais qui rentrent dans le cadre de la production vivrière. Quand vous allez sur les marchés, on vous dit le prix des oignons a augmenté, piment, chou. Parce qu'on achète aujourd'hui le prix de engrais à 35 000 francs, 30 000 francs CFA. Alors que celui du coton, il est subventionné, il est vendu à 16 000 francs. Mais il y a beaucoup c'est des choix qu'il faut même qu'on laisse l'engrais et qu'on aille vers le compost qui est encore plus naturel. Oui, c'est des choix à faire. Ce qu'on veut dire, l'État doit accompagner les producteurs agricoles pour relancer la production nationale. En même temps que l'État accompagne pour la relance de la production agricole et industrielle nationale, il faut donner un pouvoir d'achat aux consommateurs pour relancer la consommation. En même temps qu'on produit, en même temps qu'on consomme. Mais si on pense que c'est à travers les hydrocarbures qu'on a des niches d'économie, mais on plombe l'économie, on plombe la consommation, on plombe les investissements. Les discussions autour du rehaussement du SMIC peuvent peut-être être une solution. Bon, c'est pas la panacée, je dois dire. Sincèrement, c'est pas la panacée, encore que notre petite expérience témoigne que selon qu'il y a des augmentations de salaires, vite fait, certains acteurs, notamment les commerçants, notamment les propriétaires des loyers, procèdent de l'augmentation d'eux. Ce qu'il y a lieu de faire, je le dis et je le répète. Je suis communicateur. Nos autorités jouent de fausses notes en matière de communication. Avant une augmentation comme celle-là, il eût fallu qu'elle procède à de larges concertations avec les différents acteurs de la chaîne de production. On a les industriels, on a les commerçants, on a les grossistes, on a les consommateurs. De sorte que, après les ententes, l'entente qu'on aurait, les thèmes de leurs accords, on contrôle la suite de l'évolution de notre histoire. Mais tant que ce n'est pas fait, les gens s'asseyent dans des bureaux feutrés, ils décident en notre nom et à nos places, et puis ils veulent qu'on les suive comme des moutons. Ce n'est pas possible. Il n'y a que les moutons qu'on peut tenir avec un seul bâton. Mais les hommes, selon les intérêts, pour chaque homme, il faut un bâton. Nos autorités, j'ai envie de dire, ne l'ont pas compris. Il y a lieu vraiment, nous on salue la tenue de la rencontre, tu vas avoir lieu demain. Nous sommes républicains, c'est en cela que nous n'avons pas voulu forcer la main comme le font certaines structures associatives. Nous nous en tenons à la loi, ils ont dit, on va prospecter, les concertations se poursuivent. Et au terme de la rencontre que nous aurons avec le ministre en charge du commerce et ses pairs, nous envisagerons, je dois dire que nous demeurons fermes, engagés, pour le respect des droits des consommateurs, des prix à des prix supportables. Est-ce que vous menez des concertations avec les centrales syndicales qui également dénoncent cette inflation?
Oui, je dois dire que c'est avec joie que nous avons appris, nous les suivions, nous avons appris cette sortie. Voilà, nous avions déjà démarché certaines structures, mais pas encore l'unité d'action syndicale. Pour nous, il s'est agi de faire un rassemblement des associations qui œuvrent dans le domaine de la défense des intérêts des consommateurs. Tenez-vous bien que c'est une première au Burkina Faso, que à la suite d'augmentation des prix des hydrocarbures, l'ensemble des structures associatives qui défendent les intérêts des consommateurs se retrouvent comme un seul homme, parlent d'une seule voix. Et passé cela, nous avons aussi entrepris des ONG qui œuvrent dans le domaine de la lutte contre la faim, des mouvements citoyens également que nous avons rencontrés afin de faire un grand rassemblement. Enfin, on a entrepris de grandes structures associatives pour réussir le sitting qui devrait avoir lieu demain. Mais ce n'est que partie remise. Les concertations se poursuivent. On va contacter dans cette semaine-là, par la grâce de Dieu, l'Union d'action syndicale. Alors, Abdrahmane Sermé, pour revenir aux mesures que le gouvernement devrait prendre, selon vous, sur quelle piste est-ce qu'on pourrait s'intéresser? Est-ce qu'il faudrait plus subventionner les groupements paysans afin qu'ils s'investissent davantage dans la production locale pour qu'on stoppe l'importation de ces produits, de ces denrées en grande quantité? Oui, ça c'est des effets, je dirais à long terme, peut-être pas voilà, aujourd'hui, dans l'immédiat. Voilà, sinon naturellement, effectivement, il faut encourager la production locale. Mais comme je le dis aussi, il ne faudrait pas aussi que, même avec cette production, les actions qui sont menées par l'État viennent voilà, créer des distorsions. Je le disais tantôt, lorsque vous procédez à une augmentation du prix du carburant, c'est un produit très, très, je dirais, sensible dans notre économie, par rapport au niveau du transport de ces marchandises-là. Voilà. Donc, par exemple, si je devais transporter de la mangue depuis Banfora, et si le coût du transport était à 10 000 francs, c'est un exemple que je prends, et si on augmente le prix du carburant et que je dois transporter maintenant à 15 000 francs, naturellement, je ne peux plus vendre la même mangue au prix d'avant. Donc, je suis obligé, pour conserver ma base bénéficiaire, d'augmenter le prix de la mangue. Voilà. Donc, c'est ce que je disais tantôt. Parce qu'il faut regarder à l'intérieur des chiffres comment est-ce que cette inflation ou la hausse de ces prix-là est décomposée. Quels sont les produits qui contribuent le plus à cette inflation? Comme je le disais, les chiffres nous montrent que c'est au niveau des fruits et des légumes et des céréales. Donc, et c'est aussi au niveau, en termes de provenance, c'est au niveau des produits locaux. Donc, il va falloir que l'État prenne des mesures, en tout cas, qui va... pour moi, en réalité, même quand on subventionne, je prends un exemple très simple, mais ça sert à quoi de subventionner? Mais le fait de ne pas augmenter les prix du carburant, c'est une forme de subvention, en fait, en réalité. Voilà. C'est ça en fait. Donc, et c'est ce qu'on appelle l'illusion monétaire. Il ne suffit pas de... non, j'augmente ici et puis je viens, je subventionne et puis je viens, j'augmente et puis je viens subventionner. Non, l'argent que tu vas prendre pour subventionner, pourquoi tu ne prends pas pour ne pas augmenter les prix? En fait, c'est ça en réalité. Donc, pour moi, il ne faut pas... c'est pas des mesures qui sont efficaces. Surtout qu'on ne maîtrise pas, on n'anticipe pas la réaction du commerçant. Et comme je l'ai dit tantôt, au Burkina Faso, les commerçants, c'est un peu particulier par rapport aux autres pays de la sous-région. Quand on prend le Mali, bon, même s'il y a des augmentations, le commerçant peut se dire, bon, en termes de marge, je vais aller un peu. Mais ici, voilà, c'est un argument qui est trouvé pour le consommateur de procéder à des augmentations. Donc, je ne pense pas que la meilleure subvention, c'est de ne pas augmenter. C'est de ne pas augmenter le prix du carburant, compte tenu de la sensibilité de ce produit spécifique, n'est-ce pas, pour le transport de ces biens dont on parle. Donc, pour moi, voilà, il faut vraiment prendre des mesures voilà, qui pouvoir contenir. Exactement.
D'accord. Adama Bayala, pour revenir donc justement aux propositions que vous faites, qu'est-ce que le RENCOF attend réellement des autorités? Le RENCOF attend que, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, il faut que le gouvernement nous dirige en administrant les preuves de leur sacerdoce, de leur ascétisme, de leur sacrifice. Alors nous souhaiterions que pour eux, on sait qu'ils ne payent pas le carburant, nous souhaiterions qu'ils changent d'abord même de comportement. Alors, parce que voir les véhicules fond rouge quitter les ministères vides, aller chercher un ministre, le ramener au travail, et puis après, on va le déposer le soir, le véhicule revient vide, c'est le contribuable qui paye. Et c'est reste que ça. Nous souhaiterions également que plus jamais on ne voit les véhicules fond rouge aller déposer les enfants des autorités, faire les courses, les emplettes des épouses des autorités. Dans ce contexte, il faut que les autorités changent de comportement. Donc pour vous, cela entre dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État? Ça rentre dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État. Bon, parce que cela, nous souhaiterions que les autorités prennent la mesure de nos souffrances. Le Burkina profond a faim. Nous avons soif. Nous ne savons à quel sein nous vouer, si ce n'est à eux, à qui nous avons concédé une bonne partie de nos libertés respectives pour qu'ils nous portent vers des lendemains chantants. Qu'ils arrêtent d'augmenter les prix des hydrocarbures, qu'ils nous donnent, nous, associations de défense des intérêts des consommateurs, le cachet, l'autorisation pour que, à côté de leurs effectifs limités, nous puissions avoir le pouvoir de contrôle et faire les contrôles de sorte que les commerçants, comme il a dit, qui sont beaucoup plus portés par leur intérêt que l'intérêt général, en viennent à respecter les dispositions réglementaires, voire même les prix qui sont fixés par les gouvernants. Nous souhaiterions également que le gouvernement procède également à la subvention, voyez-vous, un peu des intrants, des produits qui rentrent dans le cadre de la production agricole. Pendant longtemps, on a fait le choix de l'accompagnement de la production industrielle aux dépens des cultures vivrières. Il faut changer de paradigme dans ce contexte de crise sécuritaire et alimentaire. Je dois dire de façon générale que pour ces autorités qui sont arrivées dans un contexte que vous connaissez, que tout le monde connaît, elles doivent avoir la présence d'esprit et la sagesse en tout temps et en tout lieu d'essayer de faire différemment de leurs prédécesseurs. Tenez-vous bien que nous, au niveau du réseau national des consommateurs du Faso, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, nous avons adressé de nombreuses correspondances à de nombreuses autorités pour leur dire le loyer coûte cher, on ne peut plus aller à l'école, on ne peut plus voyager, on ne peut plus. Tenez-vous bien que c'est un silence assourdissant. Le seul ministre qui a eu la sagesse d'esprit de nous appeler au détour d'une télé-réunion, c'est le ministre en charge du commerce, et 2 fois depuis le mois de mars. Mais jamais de rencontre. Nous ne portons pas nos voix, mais c'est la voix des masses populaires, des masses écrasées, étouffées. Cette voix-là, elles ont faim, elles veulent manger. Aujourd'hui, tenez-vous bien, nous avons tenu une conférence de presse relative au prix des céréales dans une cour à 16 h. C'est à dessein que nous l'avons fait parce qu'à cette heure-là, dans nos foyers africains, la marmite du soir est posée au feu. Ce jour-là, aucune marmite au feu. En réalité, c'est ce qu'on appelle chez nous un coup KO. Quand on mange dans les familles, là où encore on continue de préparer, c'est une fois seulement qu'on pose la marmite au feu. Nous avons également vu que vous avez lancé un appel à l'endroit des consommateurs à une réelle prise de conscience afin qu'ils s'intéressent à ces questions d'intérêt. Leurs droits, au respect de leurs droits, parce que leurs droits sont régulièrement et à foison écrasés. Mais comme ils ignorent qu'ils ont des droits, bon voilà, ils ont des comportements, c'est selon quoi. Quand tu es exigeant, on trouve que tu déranges.
Alors, merci à vous deux, très chers invités. Merci pour vos différents apports. On aurait donc souhaité que les différents ministères qui sont impliqués dans ce débat soient présents. Malheureusement, ce n'est que partie remise. Nous reviendrons sans doute sur cette actualité en ce qui concerne la flambée des prix de grande consommation au Burkina Faso dans une autre émission 100% Info. La suite de votre rubrique, de votre émission, c'était avec la rubrique phare, le Ils ont dit. Parce que pour nous, les chefs coutumiers, nous sommes beaucoup attachés à la paix et à la sécurité du pays. Je pense que bon, le fait de tout le temps être en train de savoir qui va faire quoi et à quelle période, c'est pas très important. Nous voulons que la population vive en paix, en sécurité. Nous avons donc remercié le Premier ministre pour cette démarche inclusive. Nous l'avons encouragé de continuer sur cette lancée, de sorte qu'il y ait moins de contestations sur ce que nous allons arrêter et accompagner ensemble courageusement pour que la transition réussisse à l'intérêt du peuple burkinabé et de toute la nation. C'est vrai, on a été entendu, même si cela n'a pas été, en tout cas, à nos attentes, où il y a une seule personne par entité que le Premier ministre a accepté de mettre dans ce comité technique qui doit naturellement réfléchir et partir sur une base pour proposer naturellement un calendrier, un chronogramme. Les acteurs politiques seront consultés à la suite et donc c'est important pour nous que nous puissions ensemble, comme nous l'avons toujours dit, avec la classe politique, parce que nous avons dit ce que la transition est en train de mettre en place, c'est pour la classe politique. Et donc si elle n'est pas associée au finish, ça va poser des problèmes. Et pour nous, parti créé après le 24 janvier, c'est de ne pas répéter ce que nos dévanciers ont fait pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Pour nous, nous pensons que nous avons assez d'éléments pour essayer de faire autrement les choses sur le terrain. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'après l'ex-FOP, l'ex-majorité, l'ONAL, les autres partis, ils ont associé les partis créés après le 24 janvier. Et d'ailleurs, vous voyez aussi que ce n'est pas lors des élections seulement que nous devrons animer la vie politique. Pour le cas donc de l'incendie de la voiture, donc du véhicule de Serge Bayala, moi je pense qu'il faut que le Burkina est suffisamment donc frappé par une situation sécuritaire assez grave, qu'il faut que certaines personnes ne surfent pas sur les émotions et surtout ne jouent pas sur les intelligences de nos populations. Moi-même qui vous parle, j'ai également été victime, vous vous souviendrez d'il y a de cela quelques années, de ce type de menace et je n'ai pas pointé du doigt un État ou quelqu'un. Quand ce genre de cas arrive, je pense qu'il faut savoir raison garder et laisser les autorités compétentes, comme à l'accoutumée, faire leur travail. Sans quoi, si on a des preuves concrètes, le seul endroit où les plaintes peuvent être déposées, c'est au niveau de la justice. Nous avons passé à revue aussi la situation d'un point de vue sous-régional et nous avons pensé que le Mali, qui aujourd'hui est le grand absent de la coopération dans le domaine de la défense, il faut qu'on travaille pour que le Mali puisse revenir et assumer ses responsabilités et jouer ce rôle. Au niveau du Burkina, les responsables vont faire le travail en direction du Mali pour faire comprendre aux responsables maliens le travail qu'ils ont à faire et qu'on puisse arriver à avancer. La problématique de sécurisation de nos ouvrages sur les axes routiers se pose. Mais comme vous le savez, on ne peut pas poster des hommes à tous ces niveaux-là parce qu'on a énormément d'ouvrages sur les axes routiers. Mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, nous sommes en train de travailler de manière à ce qu'on puisse trouver des solutions qui peuvent être des solutions techniques. On ne va pas révéler toutes nos solutions ici, mais nous sommes en train d'envisager d'autres solutions pour permettre que, en tout cas à terme, on puisse assurer plus de sécurité à nos ouvrages. C'est que nous sommes très déçus de voir que quelqu'un qui est condamné par la justice d'un État et qui bénéficie donc d'une autorisation d'aller se soigner, qui se retrouve donc en liberté, il se promène, il va où il veut, il rencontre qui il veut. Nous ne savons pas si ce sont les autorités actuelles
qui ont autorisé M. Djibril Bassolé donc, à quitter la France. Donc nous attendons d'avoir des précisions parce qu'il faut que le gouvernement communique au peuple pour que les gens sachent qu'est-ce qui a motivé donc cette libération de Djibril, parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous savons qu'officiellement il est toujours condamné. Il n'a bénéficié ni liberté provisoire, il n'a pas bénéficié d'une grâce présidentielle ou d'aucun acte en tout cas officiel qui peut permettre M. Djibril Bassolé donc de se retrouver dehors, en tout cas de surcroît dans un autre pays où il officie dans un cadre pour le moment que nous ignorons. Si M. Bassolé reste dans cette situation-là jusqu'à la fin de la condamnation, eh bien, il est censé avoir purgé sa peine. Ce qui est différent lorsque vous êtes en liberté provisoire. Mais après la condamnation, la situation actuelle de Djibril Bassolé, c'est toujours comme s'il était en prison. Bien entendu, dans ces conditions-là, face aux autres co-détenus, s'il se trouve que sa santé s'est améliorée et qu'il est dehors pour d'autres raisons que pour des raisons médicales, cela veut dire donc qu'il y a un traitement de faveur par rapport aux autres détenus du coup d'État de 2015, mais aussi un traitement de faveur par rapport à tous les détenus du Burkina Faso. Nous appelons tous sauf personne à se rassembler ce lundi 29 août 2022 dans la cour et devant la devanture du ministère en charge du commerce pour dire non, non, non. Cette 9e augmentation est l'augmentation de trop. Toi Burkinabé, toi consommateur qui me regarde, toi qui as l'habitude de contradiction et d'opposition des salons, sors, viens nous rejoindre. Sinon, c'est ton quotidien qui va se dégrader de jour et en jour.